Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Culture Nutrition. De l'aviation à la végétalisation de l'alimentation, voilà le menu aujourd'hui pour ce 32e épisode. Et c'est avec Maximilien Nguyen qu'on va passer un excellent moment parce que Maximilien, tu es justement le fondateur de la marque Excellent. Bonjour et bienvenue Maximilien. Bonjour Grégory. Donc on rentre dans le vif du sujet. Je faisais allusion à ta formation d'origine puisque tu es diplômé de l'École nationale d'aviation civile et de l'École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications. Comment tu en es arrivé à développer des simili-carnets pour la restauration en partant de l'aviation et de l'électronique? C'est une longue histoire en fait. Effectivement, moi à la base, je suis ingénieur, hein, donc j'ai fait, des écoles d'application et des écoles d'ingénieurs et je me suis destiné d'ailleurs, puisque j'ai un long parcours dans ce domaine, à des fonctions, plutôt dans la haute technologie. J'ai passé des diplômes pour devenir pilote de ligne. J'ai travaillé pour Eurocopter dans le domaine de la personnalisation d'hélicoptères. Je suis rentré dans le domaine de la microélectronique et des cartes à puce dans des groupes comme Safran, Morpho, où là j'ai exercé des fonctions successives de direction commerciale, puis de patron de business unit sur des sujets très éloignés de nos sujets que nous allons aborder aujourd'hui et qui sont nos sujets actuels, c'est-à-dire l'identité numérique, la signature numérique, etc. Et donc à la base, j'aime la technologie, j'aime les challenges technologiques, j'aime les aventures entrepreneuriales. Et voilà, j'ai eu un parcours qui m'a amené dans des fonctions de grands groupes où j'ai réalisé des choses très très sympas, très challenging. Et je dirais, de cadres de haut niveau à un moment donné, je me suis posé des questions, savoir voilà, est-ce qu'il y avait d'autres pistes. Et la piste de l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une évidence, sachant que j'avais déjà, quand j'avais une vingtaine d'années, créé une boîte, hein, donc c'était pas ma première expérience d'entrepreneur, puisque j'avais créé une boîte de calcul par élément fini, encore une fois quelque chose de très technique, où en fait on calculait avec des ordinateurs de l'époque la structure des constructions métalliques. On avait notamment fait les calculs de résistance des stades métalliques des Jeux Olympiques d'Albertville, donc ça remonte déjà un petit bout de temps. Donc voilà, première expérience en entrepreneurial, puis après passage dans les grands groupes. Sur le tard, je dirais j'ai été encore repiqué par le fait de relancer une start-up, en tout cas une entreprise et une aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce qui m'a amené, hein, par rapport à ta question, qu'est-ce qui m'a amené à ça? C'est aussi les passions et les intérêts, hein. Moi, j'ai des intérêts dans tout ce qui est effectivement challenge et nouveauté. L'aéronautique, c'est loin de l'alimentation. À côté de ça, moi, je suis un passionné du domaine culinaire, je suis un passionné du goût, voilà, et j'aime la cuisine. Alors voilà, on fait un grand écart entre ces deux mondes. À la base, ce qui m'a motivé, c'est encore une fois, c'est la passion d'entreprendre, c'est un challenge. Et les sujets qu'on aborde, on va y venir peut-être plus tard, c'est de la cuisine, c'est de l'alimentation, mais ça touche quand même à des changements majeurs en termes de business, bien sûr, mais en termes de société, en termes de type d'alimentation, puisqu'on est sur le sujet des alternatives à la protéine animale, hein. Donc comment on peut introduire de nouveaux produits qui vont accompagner cette transition. Donc il y avait un sujet d'intérêt global, hein, entrepreneurial, sociétal, etc. À côté de ça, c'est pas que de la technique, hein. On est sur des sujets où il y a de la passion, du goût, hein, puisqu'on livre en final un produit qui doit faire plaisir, avec lequel on doit, je dirais, qu'on doit partager et qu'on doit cuisiner et qu'on doit manger. Donc ça aussi, il y a un côté très
je dirais, charnel et plaisir, hein. Voilà, donc c'est ces deux aspects-là, le challenge entrepreneurial, le challenge, la technologie, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses autour de ces nouveaux concepts et ces nouveaux produits. Et puis après, voilà, la passion du sujet, hein, la passion de la cuisine, quoi. Mmh. Oui, donc il est là le lien avec, ta formation et tes expériences passées, c'est ce goût et cette appétence pour la technologie que tu as eu envie d'appliquer. Alors c'est pas les mêmes technologies évidemment, mais tu as eu envie en de mettre de la technologie dans l'alimentation. Oui, alors, on s'aperçoit, alors je suis dans un monde radicalement, différent du monde de la microélectronique, de la carte à puce, de l'aéronautique. Maintenant, on s'aperçoit encore une fois, et moi c'est ma conviction, hein, que, l'innovation, au sens large du terme, hein, au-delà de la technologie, c'est aussi au cœur des produits et ces nouveaux produits qu'on lance sur le marché. Donc ce qui m'a intéressé, c'est savoir comment on pouvait faire un bon produit, parce que c'est ça, comme ça à la base, hein. L'idée, c'est de se faire plaisir, hein, c'est le plaisir de la dégustation et du goût. Mais qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme innovation? C'est pour ça que on est une start-up maintenant, on a 4 ans, donc on commence à sortir un petit peu de ce libellé-là. Mais comment on pouvait innover et apporter de la valeur sur ces nouveaux produits. Euh, et donc, c'est vrai que sur ces sujets-là, c'est savoir comment on pouvait proposer des protéines alternatives. Il y a des vrais sujets d'innovation, et on se rend compte que les paramètres de euh, du business, hein, paramètres qu'on peut retrouver dans l'industrie aéronautique ou ailleurs, ce sont les mêmes, hein. C'est-à-dire, il faut mettre en place des prods, il faut mettre en place des process, il faut mettre en place de la qualité, il faut mettre en place des innovations côté production, il faut mettre en place aussi des innovations côté formulation. Et tout ça, autant qu'on puisse le faire, et c'est ce qu'on essaie de faire nous, c'est de protéger nos IP, hein, donc notre propriété intellectuelle, avec des brevets. Donc aujourd'hui, on a 2 brevets, un deuxième qui est en phase de finalisation et de dépôt, parce qu'encore une fois, je pense que même sur des choses qui sont très empiriques, en tout cas très, très liées à, euh, à des choses qui sont pas forcément brevetables, hein, puisqu'on parle de recettes, on parle de cuisine, il y a quand même des innovations qu'on peut rajouter et qu'on peut appliquer dans le domaine agro. Et pourquoi ce choix particulier d'être allé sur le marché des alternatives végétales à la viande? Parce que dans l'univers alimentaire, tu aurais pu partir, sur les boissons, sur les biscuits, sur, une enseigne de restauration, enfin il y avait plein de pistes possibles. Pourquoi avoir choisi ce créneau-là dans l'univers alimentaire? Alors, après, c'est les rencontres et le hasard, hein. La vie, c'est fait de ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut se donner des objectifs, mais des fois, il y a des choses qui arrivent un petit peu de manière subite, et pour le bien aussi, hein. Donc en fait, je cherchais effectivement des opportunités, et je suis tombé par des rencontres et par des discussions avec voilà, des passionnés, des gens qui m'ont expliqué, qui m'ont présenté un petit peu ce domaine, alors que moi je venais d'un monde complètement différent. Et ça fait tilt, et je dirais tous les paramètres, le challenge, l'entreprise, le potentiel aussi de développement de ce type de, de secteur, voilà, m'a conduit franchement à lancer ça avec vraiment beaucoup de passion, quoi. Donc ce sont les rencontres et les opportunités. Et après, en analysant, et puis pour la petite histoire, je ne connaissais rien à, à l'agroalimentaire, et dans toute la phase préliminaire je dirais, de, de test, de sondage du sujet, je me suis aperçu aussi que les relations dans ce domaine-là, avec les acteurs, étaient assez directes, assez franches, hein. Alors, c'est pas en faire une généralité, hein, mais moi j'étais sur des cycles technologiques et des cycles de vente très longs en aéronautique, dans la carte à puce, où voilà, on mettait des fois 1 an et demi, parce que quand on deal avec Orange, avec Deutsche Telekom ou avec Eurocopter, c'est des fois très long. Et là, j'ai trouvé que il y avait une appétence, en tout cas une réaction de certains acteurs assez rapide. Et en fait, on a fait une première affaire, je dirais, en se tapant la main assez rapidement. Et j'ai dit, bon, il y a un petit peu toutes les composantes, et puis les choses bougent vite.
je suis un peu revenu des fois sur sur cette impression, parce que souvent après, je me suis aperçu que les cycles quand même étaient aussi un peu longs en agroalimentaire, hein, quoi qu'on en dise. Mais voilà, donc ce sont à la fois des rencontres et puis le fait que j'ai testé un peu le marché, rencontré beaucoup de personnes, validé, hein, voilà. Et puis après, il faut se lancer, hein, c'est l'aventure entrepreneuriale où il faut se jeter à l'eau. Avec le recul, on se dit, mais voilà, si j'avais vérifié tel paramètre, peut-être je l'aurais pas fait. Mais finalement, on l'a fait. Et puis après, on se rend bien compte que quand on est dans le bain, tous les obstacles, on les gère un par un. Il faut avoir une vision globale, hein, il faut avoir une vision, je dirais, assez calculée des choses. Mais on se rend compte qu'en final, si on calcule tout avant, on n'y va pas, quoi. Il faut y aller, quoi. Il faut se lancer. Et tu peux nous en dire un peu plus sur la marque, sur de quel, type de produit se compose la gamme? Quel est le positionnement, les partis pris? Oui, tout à fait. Alors, la marque s'appelle Excellent, hein, donc c'est la marque qui porte, voilà, notre envie de faire déjà des produits qui soient bons, hein. Donc, le nom parle de lui-même, hein. On est sur des alternatives végétariennes, à la protéine animale, sur ce qu'on appelle le plant-based, hein. Donc c'est des protéines issues de légumineuses. Sur un autre créneau qui est aujourd'hui assez connu, qui est le créneau du simili-carné. Donc ce sont des produits qui, peu ou prou, ressemblent d'un point de vue organoleptique, goût, à la viande, mais également en termes de taux de protéines et de composition. L'idée, c'est d'apporter au marché des produits qui vont accompagner une transition. Donc ce sont des produits qui vont pas brusquer le consommateur ni les professionnels, en disant, ben voilà, on a certaines habitudes culturelles, on a certaines habitudes de mise en œuvre. Les produits qu'on va vous proposer vont permettre de manière assez harmonieuse de se raccrocher à des pratiques, à des habitudes alimentaires qui vont faire que, voilà, euh, l'adoption de ce nouveau type de produit va être plus facile que si on part sur des, des, des produits végétariens complètement nouveaux. Alors, ce sont des produits nouveaux par leur composition, on a parlé d'innovation, etc. Parce que faire du végétal qui ressemble à la viande, c'est un petit peu compliqué, hein. Il y a de la formulation, il y a souvent des, des, euh, des process de fabrication ou des choses qu'on rajoute qui font que les produits sont très transformés, hein, on pourrait y venir. Nous, notre partie là-dessus, et là, c'est là qu'on se distingue vraiment des gros acteurs du marché comme Beyond Meat, Apivore, Accro, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est le fait de dire on veut faire ce type de produit, mais par contre, on veut absolument que les produits soient bons et surtout aient une fiche technique très clean. Donc on est sur des formations clean, on est sur le référentiel bio, tous nos produits sont bio, ce qui déjà est un bon socle en termes de référentiel de qualité, mais ça ne suffit pas. Donc voilà, on est vraiment sur une volonté de faire des produits de ce type-là, mais avec en cochant toutes les cases, voilà, côté formulation et côté référentiel bio. Et donc, je pourrais dire que dans le créneau de simi-carné, on est parmi les rares à proposer des produits clean et bio, quoi. Mmh. Et alors justement, par rapport à ces hauts niveaux d'exigence en termes de formulation, le fait d'être sur du clean label, d'éliminer certains additifs comme la méthylcellulose, hein, je crois, qui est controversée dans certaines Mm. formulations, qui sert de texturant. Comment vous faites au niveau R&D et notamment du fait que toi, tu venais pas de l'univers, j'imagine que tu t'es associé avec des compétences, des expertises très pointues en R&D? Tout à fait. Bah, écoute, on a aujourd'hui une petite équipe, mais qui est performante. Moi, j'ai un chef de produit comme on est une petite boîte, un peu sur tous les fronts, mais il est aussi sur le front de la R&D pour développer les produits. On a de nombreux partenariats. Alors déjà, sur les process industriels, on s'est associé à des industriels reconnus sur la partie fabrication. Sur la partie où là, on met notre valeur ajoutée, c'est-à-dire la composition, les R&D, on s'entoure d'ingénieurs agro, de jeunes ingénieurs agro voilà, qui développent nos produits. On a ouvert très récemment notre bureau sur le Technocampus
à Nantes, hein, en face de l'Oniris, voilà, on est en train d'embaucher voilà, des ingénieurs R&D voilà, pour étoffer un petit peu l'équipe. Aujourd'hui, on est reconnu on accède au CIR, on a le statut de jeune entreprise innovante. Et voilà, on continue sur chaque produit de la gamme à essayer, encore une fois, de former tout ça et, comme je te l'ai dit, d'essayer de protéger les innovations aujourd'hui qu'on apporte sur ces produits. Mmh. Donc là, aujourd'hui, dans la gamme, je crois qu'il y a des steaks, qui imitent le bœuf, il y a des choses qui ressemblent plus à la viande hachée, il y a du poulet, c'est ça? Ouais, alors en fait, assez simplement, on essaye de proposer toutes les gammes de simili carné. Donc ça va du simili bœuf au simili poulet, et après dans tous les form factors, je dirais, tous les big runners qui sont attachés à ces, euh, à ces types de viande, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui est le plus consommé dans le domaine de la viande de bœuf, c'est le steak haché. Donc on a un steak haché végétal, bio, super gourmand, qui à se méprendre, voilà, donne la sensation de manger un steak de bœuf. Même si, avec une petite parenthèse, on peut aussi sortir cette, de cette volonté absolue d'essayer de ressembler à la viande, hein, puisque on a aussi des produits comme des égrenés qui ressemblent effectivement à la viande hachée, qui aujourd'hui on vend beaucoup, notamment en restauration collective et scolaire, où passer le cap où effectivement, hein, ces égrenés de protéines végétales, que ce soit du pois ou que ce soit du soja, rentrent dans des compositions du type bolognaise, chili sin carne, parmentier, etc. Une fois qu'on a passé ce stade-là, on peut laisser tomber le fait de dire, voilà, ça ressemble à la viande, mais par contre, on essaie de faire des plats. Et puis après, on peut décliner vers des choses qui sont un petit peu même plus exotiques. Et l'idée, c'est vraiment de sortir à un moment donné de toujours ce comparatif. Est-ce que c'est de la viande, c'est pas de la viande, mais pourquoi on essaie de ressembler à la viande? Voilà, il faut essayer de sortir aussi un petit peu de ce débat, de se dire est-ce que finalement le produit il est bon, est-ce qu'on se fait plaisir, et c'est ça un peu l'objectif initial. Donc sur ce créneau-là, néanmoins, on cherche à avoir des produits les plus consommés. Donc le steak haché, les grainés, voilà, c'est une sous-composante du steak haché. Les nuggets ou simili poulet, voilà, on travaille sur des saucisses. Donc on essaie, voilà, de couvrir un petit peu toute la gamme de produits qui sont aujourd'hui les plus consommés voilà, dans la verticale bœuf, poulet et autres. Mmh. Tu évoquais tout à l'heure, certains de tes concurrents comme, Accro, Apivore, et d'autres marques qui, eux, sont plutôt distribués en grande distribution. Vous avez fait le choix, sauf erreur de ma part, d'être distribué uniquement en restauration collective et commerciale. Pourquoi ce choix de canal de distribution? Alors effectivement, aujourd'hui, il y a les vecteurs de croissance sur cette typologie de produits, mais sur d'autres. Bon, c'est la restauration collective, commerciale et la grande distribution. Puis après, il y a la distribution spécialisée. On a fait le choix de se positionner sur les deux premiers secteurs, hein, les deux premiers vecteurs, euh, pour des raisons multiples. Déjà, dans la restauration collective, il y a une forte incitation à aller vers le végétarien grâce à la loi Egalim, hein, qui spécifie beaucoup de choses. Euh, un certain nombre de repas végétariens par semaine, du bio, des produits de qualité. Notamment dans les Et cantines scolaires, hein, c'est ça? notamment dans les cantines scolaires, hein, la restauration d'entreprise va y venir, puisqu'il y a des obligations aussi de proposer des alternatives en termes de protéines végétales. Mais effectivement, le scolaire est très moteur. Donc, il y avait déjà un débouché très intéressant dans ce domaine-là, avec nous des produits qui matchaient bien je dirais la demande de ces acteurs-là. Encore une fois, avec des produits alors, les produits végétariens dans le domaine de la restauration collective, il y en a plein, hein. Nous, dans ce domaine des produits un petit peu transformés qui ressemblent à la viande, l'équation difficile à résoudre, c'est de dire est-ce que pour les diètes, pour les enfants, pour les professionnels, on a un produit adapté.
La réponse était oui. Nos concurrents ont des produits qui sont très bons gustativement, voilà, qui font le job et qui sont, voilà, qui sont assez alléchants, hein, et il y a pas de souci là-dessus. Par contre, effectivement, ils ont plus de difficultés à rentrer dans ce secteur-là parce que, encore une fois, le cahier des charges dans la restauration collective est assez contraint. Alors, il y a aussi la contrainte de prix, hein, qui vient rajouter quelque chose d'assez contraignant. Mais voilà, on avait vraiment le produit qui matchait bien avec ce secteur. Après aussi, c'est des questions tactiques, hein. Je dis pas qu'à un moment donné, on n'ira pas dans la grande distribution, mais aujourd'hui, on est une jeune société. Je pense qu'aujourd'hui, on est distribué par des distributeurs majeurs dans ce domaine-là. On veut prendre des parts de marché, on veut voilà, être très présent dans ce domaine de la restauration collective. Voilà, on a les bons produits, on a les packaging, il y a du volume également, hein, donc ça nous permet tactiquement de, 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 d'être présent plus facilement que sur la GMS, qui demande quand même des efforts de communication, d'animation, d'efforts commerciaux important. Voilà, donc il faut aussi voilà, mettre les moyens en face. Donc c'est un sujet qu'on traitera certainement euh, dans les mois à venir. Mais aujourd'hui, effectivement, on se concentre vraiment sur la restauration collective. Après, la restauration commerciale est un peu plus, je dirais, le développement se fait, mais de manière un petit peu plus lent, parce que il y a pas d'injonction réglementaire, il y a demande du marché, et les consommateurs vont plutôt en GMS. Les professionnels de restauration commerciale sont très attentifs, hein, et très, je dirais, les grands groupes de chaînes de restaurants sont regardent ce sujet avec non seulement intérêt et puis professionnalisme, mais il y a quand même un certain attentisme sur le sujet pour vraiment lancer des offres végétariennes dédiées. C'est souvent des offres végétariennes un peu par défaut parce qu'on dit bah oui, il faut une solution végétarienne. Bon, on la met, mais les professionnels, que ce soit les petits professionnels et les grands, ils y vont un peu à reculons. Enfin, c'est mon analyse. Ça va se développer, mais il y a encore une fois un petit peu d'attentisme sur ce secteur-là, quoi. Mmh. Tu as une idée, par exemple, il y a eu quelques effets d'annonce, dans des grandes chaînes de fast-food, une idée des volumes que peuvent représenter en pourcentage des ventes les options végétariennes? Je pense notamment à Burger King qui, il y a 1 ou 2 ans, a lancé un burger végétarien. J'ai aucune idée si c'est 1%, 10% des ventes, ou 0,001%. Alors je ne vais pas parler pour Burger King, hein, mais globalement, le pourcentage, on dit voilà, autour de 5%, au-dessus de 5%, entre 5 et 10%, mais c'est visiblement plutôt aux alentours de 5%, et puis il y a une grosse disparité entre les centres urbains et la province, hein. Donc c'est très localisé, hein, en termes de consommation. Les zones très touristiques avec beaucoup d'étrangers sont assez demandeuses de ce type de solutions. Voilà. Dès qu'on va sur de la restauration plus traditionnelle, c'est moins vrai. Donc il y a Mmh. encore il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de je dirais, de facteurs de croissance sur tous ces créneaux-là, hein, et notamment d'un point de vue géographique également, quoi. Et on le voit aussi d'ailleurs en restauration collective, hein, même avec la, la loi Egalim, on se rend compte que les grosses unités de restauration collective et notamment scolaire, voilà, c'est essentiellement les grands centres urbains, Paris, Lyon et autres, et ça, on commence à y venir, hein, en province, mais ça prend aussi un petit peu de temps, quoi. Mmh. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager sur, le développement de l'entreprise? Alors, je sais pas si c'est du chiffre d'affaires, taille d'équipe, levée de fonds, enfin voilà des Oui, choses oui, qui bah, tout écoute, montrent où vous en êtes dans votre développement. bah, écoute, oui, alors on se développe, on se développe sur un modèle qui est pas forcément voulu, mais qui est ce qu'il est. C'est un modèle assez sain et à l'ancienne, hein, de développer le business sur fonds propres, hein. On a fait une toute petite levée initiale de Love Money, et on fonctionne aujourd'hui sur un développement
régulier, hein. On a doublé les chiffres d'affaires depuis régulièrement depuis les 3 dernières années. On vise le million cette année. Voilà, donc on reste encore petit. On ira chercher certainement des fonds pour accélérer la croissance en 2025. Voilà, donc on reste une petite boîte, mais par contre, voilà, nos paramètres, c'est la rentabilité, le développement. Voilà, on est sur un modèle on est une start-up, mais on est sur un modèle de développement assez classique, assez sain, voilà, où on va aller chercher par contre de la croissance. L'idée, c'est de monter rapidement à 10 millions, mais voilà, sur des bases complètement démontrées, sur des bases saines et sur une base clientèle très, très solide, quoi. Un modèle bootstrappé, comme on dit dans le monde des Exactement, startups. On exactement. cherche, et ce qui est plutôt sain par les temps qui courent, où c'est peut-être moins facile aussi d'aller lever des millions, comme on l'a fait il y a quelques années. Exactement, exactement. Là, voilà, là, le contexte de levée de fonds, c'est complètement contracté depuis 2 ans. Bon, les spécialistes dont je ne suis pas disent que ce sont des cycles de 5 ans. Bon, je pense qu'il y a encore 2 ans où les choses vont être assez tendues. Puis, bon, moi, je ne lancerai pas des analyses voilà, des marchés financiers, mais effectivement, là, le Brexit, les fonds étrangers, notamment américains, se déplacent et bon, au final, voilà, les ventures ont d'argent, ou en tout cas ils le mettent différemment. Les paramètres, c'est effectivement maintenant plutôt des boîtes qui sont assis sur la rentabilité et voilà, ils sont un peu moins aventureux qu'avant, quoi, Mmh. là-dessus. Parce qu'en même temps, en face de toi, tu as certains compétiteurs qui ont levé énormément d'argent, hein, que ce soit des Français ou même les Américains dont on a beaucoup parlé, les Beyond Meat, Mm, Impossible Foods, qui mm. ont levé des dizaines de millions d'euros ou de dollars. Du coup, ces gens-là, ils prennent pas trop de place sur le marché grâce à tous ces fonds levés. Enfin, comment tu vois cette concurrence? Alors, les étrangers, je ne saurais pas dire. Après, sur les acteurs français, moi, chaque histoire est différente, mais les gens qui ont levé, c'est la vie, enfin les grosses levées, la vie, Accro, Accro, Apivore aussi. Apivore, voilà, et puis Miami. Bon, les parcours sont assez différents, hein. Accro, ce sont des boîtes solides avec voilà, des investissements industriels dans le nord. Voilà. Ils ont des efforts à faire d'un point de vue développement. Apivore, ils ont bien exécuté parce que c'est un modèle plus axé sur le développement commercial. Donc, ils sont partis et ils ont bien exécuté leur levée de fonds, hein, puisque Plutôt voilà, c'est une B2C bonne. aussi, leur marque. Plutôt B2C, ils sont tous, voilà, plutôt tous B2C. Ou Miami, je sais pas avoir un avis parce que les fonds levés sont assez importants sur des modèles un peu plus brevets, techno, Et industriel aussi. et, Ces et- boîtes-là ont et aussi levé industriels. de l'argent pour construire des sites de production. Ouais, tout à fait. Ça fait du sens, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, mettre de l'argent dans une usine, on sait dans quoi on le met, hein. Donc, euh, effectivement, il faut voir le marché de toute façon va se contracter ou s'épurer assez rapidement. On verra un peu qui aura raison des différents modèles de développement. Euh, ce qui est clair, encore une fois, il y a deux pistes, hein. Lever de l'argent, c'est important et il faut le faire, hein, pour l'accélération commerciale et investir dans des assets industriels, hein. Moi, je crois beaucoup à l'industrie et la valeur qu'il y a dans la partie industrielle et fabrication. Si on peut y mettre aussi un petit peu, même beaucoup sinon d'innovation, mais de particularité, même si c'est de la fabrication classique, il y a aussi de la valeur. Donc, ce sont des investissements qui font du sens, hein. Et nous, aujourd'hui, on est tout petit, mais à un stade de développement. Clairement, la question de récupérer de la valeur sur la partie industrielle se posera, quoi. Se posera. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de site de production en propre, vous travaillez avec des partenaires?
Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, on est sur un modèle, fabless, comme d'autres acteurs, hein, aujourd'hui, hein, certains ont investi dans des usines qui fonctionnent pas en plein, mais des gens comme Apivor ont commencé sans usine, Mmh. La Vie, également. Donc c'est un modèle qui a du sens jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, on est en sous-traitance. Par contre, nous, c'est pas une sous-traitance, où on est allé demander une fabrication et puis on met une marque, juste sur le paquet, hein. On maîtrise complètement nos achats, notre sourcing, on livre nos produits, on a nos process industriels et donc en fait, les sous-traitants, exécutent juste la partie, façonnage, ce qu'on appelle le façonnage, donc vraiment la partie, fabrication, du produit fini et emballage, quoi. Voilà. Mmh. Sur le sourcing, vous mettez en avant justement sur le site, une provenance de votre pois et de votre soja Sud-Ouest et Bretagne de la France, hein, c'est ça? Sourcing assez local? Ouais, tout à fait. Ça fait partie de notre cahier des charges également en plus du bio, de prendre des produits qui sont fabriqués, en France déjà, hein. Alors localement, hein, c'est sûr que si on a l'autre bout de la France, c'est un peu loin du sud-ouest, mais les sources de protéines aujourd'hui bio, il y en a un certain nombre, hein, mais en France, voilà, il y a un bassin, dans le sud-ouest, sur le soja qui est assez intéressant et sur la fève et pois en Bretagne. Donc effectivement, on a à cœur, à trouver des bons produits bien sourcés et puis ça fait partie aussi hem, de la valeur de produits, de trouver, notamment des produits français, mais aussi des bons produits, hein, parce que sur les protéines, comme pour tous les produits, hein, si c'est mal sourcé, bah, ça peut ne pas être, très bon, quoi, Mmh. sur tous les plans, quoi. Vous avez étudié d'autres, avec ton équipe de formulation, d'autres, sources de protéines que le pois et le soja, qui sont en effet, 2 sources de légumineuses qu'on utilise, assez fréquemment? Alors, aujourd'hui, sur les autres sources de protéines, on regarde, mais c'est encore très, très, très loin, les aspects fermentation sur en collaboration avec, d'autres startups, fermentation sur d'autres types de légumineuses, hein, qui peuvent donc développer des produits très riches en protéines avec de très bonnes qualités nutritives. Donc c'est vraiment 2 ou 3 coups, derrière, hein. Aujourd'hui, ce qu'on nous a montré, en termes de produits, la fiche technique est relativement bien, mais déjà, il n'y a pas de passage à l'échelle, facile, hein, pour produire ça, et sortir des produits qu'on peut mettre sur le marché. Nutritivement parlant, c'est très intéressant, en termes de texture, en termes de goût et cetera, voilà, on est encore assez loin, quoi. On est encore assez loin. Donc les choses vont venir, donc on explore ces voies-là, puisqu'on fait de la R&D, hein, et on est encore assez loin d'un produit, qui va arriver, sur le marché, voilà. Mais c'est effectivement l'idée, c'est de diversifier les sources de protéines, mais les protéines et légumineuses, il y en a pas énormément, hein, voilà, donc le soja, le pois et puis après on descend fortement en taux de protéines. Après si on sort complètement du plant-based, on peut aller chercher des protéines, hein, sur des algues, on a testé des choses que d'autres startups nous proposaient effectivement à base de microalgues, des choses comme ça. Bon, c'est compliqué parce que, encore une fois, les produits sont pas vraiment disponibles en masse, ça c'est le premier point et l'équation, goût, texture, tenue et cetera, est Et encore assez prix aussi, compliquée, quoi. peut-être? Également prix, donc effectivement après c'est un sujet sur le prix où là sur notre source de protéines, on arrive quand même à se bagarrer sur les prix puisqu'on est dans le domaine de la restauration collective et là c'est très contraint puisque les prix doivent être, largement en dessous de 10 € le kilo, hein, voilà, c'est plutôt 8-9 € le kilo. Ah oui, c'est une Heu, question que j'allais te poser, le positionnement prix au kilo pour avoir des éléments de comparaison par rapport à la référence, viande. alors clairement, on suit en tout cas, on poursuit la courbe de la viande. À un moment donné, les prix, les courbes vont se croiser, hein et l'argument, heu, sinon philosophique, mais aussi très pratique, c'est de dire, ça ne doit pas coûter plus cher que la viande, si vous Oui. voulez remplacer la viande. Bon, ce qui et ça fait du sens, hein. On s'est aperçu, il y a,
il y a un petit peu plus d'1 an, quand il y a eu un peu cette crise au niveau de la distribution et voilà, du sourcing, notamment de la viande, que les prix de la viande avaient vraiment monté. On s'était retrouvé à des prix dégrainés de viande plutôt de mauvaise qualité, pour faire un comparatif, euh, en face de nos égrenés bio avec le même taux de protéines, de très bonne qualité, et on se retrouvait à voilà, des prix qui, initialement, les grainés de viande, 5-6 € le kilo pour une viande classique, moyenne, hein, et c'était monté à 9 € le kilo. Donc, la viande était passée au-dessus de la protéine végétale. Puis c'est redescendu, hein, et puis les viandes comme le poulet, c'est encore plus bas. Donc, on est encore au-dessus du prix de la viande, mais à un moment donné, le volume, l'acceptation du marché, l'optimisation vont faire qu'il n'y a aucune raison, vraiment aucune raison, que la protéine végétale soit plus chère que la viande, et on travaille à faire descendre ce prix-là, hein. Mais on est aujourd'hui compétitif, et je dirais même que nous, sur la concurrence sur les protéines végétales, nous, en bio, on arrive à être compétitif avec des acteurs qui sont conventionnels. Donc, on n'est pas 30% plus cher en termes de bio, on n'est pas 30% plus cher en termes de protéines végétales. Donc, on arrive à avoir des produits qui ne sont pas forcément les moins disants, mais qui aujourd'hui sont pertinents sur le marché, quoi. Mmh. C'est quoi ta vision sur ce marché des alternatives aux protéines animales? Ta vision des autres catégories de produits que peuvent être, notamment la viande cellulaire, tout ce qui est, fermentation de précision et cetera? Ouais. Euh, moi, je pense que c'est des cycles qui vont arriver. Aujourd'hui, on voit que sur le plant-based, ça a marché. Alors, c'est un peu franco-français, qui est un peu plus lent que les marchés anglo-saxons, Allemagne ou Angleterre. Mais ce sont quand même aujourd'hui des marchés sur lesquels on a des produits disponibles. Le cellulaire et la fermentation, le cellulaire, il y a des aspects réglementaires comme pour les insectes, mais ça va prendre des années. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas autorisé en France ni en Europe. Enfin, il y a juste quelques pays dans le monde qui ont autorisé la viande cellulaire, c'est Singapour et Israël sur Ouais, c'est certaines ça. viandes, hein, c'est ça? C'est ça. Et sur les insectes, c'est autorisé dans certains pays, pour l'alimentation animale, bien sûr, mais pour l'alimentation humaine, ça demande encore pas mal d'avancées. Donc, il y a une contrainte, une barrière réglementaire qui sera franchie à un moment donné, mais si ça prend 5 ans, si ça prend 10 ans, ben, nous, on est là, hein, donc il faut avancer sur le marché. La fermentation, je pense que ça peut aller plus vite, mais c'est plutôt une histoire de process, de monter à l'échelle, et surtout d'avoir des produits qui, en termes de consommation, de goût, sont, sont compatibles avec ce que demandent les consommateurs. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, le plant-based, donc ce que la nature nous donne assez simplement en termes de protéines, il y a de quoi faire. Et la vraie innovation, enfin l'innovation et le vrai challenge, c'est comment on peut intégrer ces protéines, alors dans les produits que nous on fabrique, mais il n'y a pas que ça, hein. Moi ce dont je rêve, c'est de trouver sur ces produits aussi de nouveaux produits. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, aujourd'hui on fait des boulettes, on fait des steaks hachés, on fait des grainés, on fait des nuggets, euh, parce qu'effectivement ça ressemble, mais est-ce qu'on peut imaginer un produit qui, à l'instar du bœuf, voilà, le steak est le vendeur de la viande de bœuf, le nugget c'est le vendeur de la viande de poulet, le bâtonnet carré, alors ça c'est très très péjoratif parce que ça donne pas vraiment envie, hein, pour les gastronomes, mais en final c'est ce qu'on consomme pour le poisson, ou le surimi, ça donne pas envie non plus, et quelque chose qui ressemble au crabe. Est-ce que dans les légumes, les légumineuses et dans le végétal, on arriverait à trouver un form factor, un produit qui soit un petit peu, voilà, dans les mêmes optiques, quelque chose qui donne envie aux consommateurs de consommer, alors de la protéine, mais des légumes, des légumineuses. Alors on n'a pas encore Ouais, c'est trouvé, intéressant.
Ouais, Mais c'est ça, vrai, il y a c'est un il y a vrai pas challenge, quoi. d'identité encore, c'est un bon exemple que tu as cité là, le nuggets, le surimi, le poisson pané, c'est hyper codifié et hyper identitaire en termes d'aliments et sur le végétal aujourd'hui, il y a pas vraiment de végétal qui soit aussi identitaire. Voilà, il y a pas de référence qui nous vient de suite à l'esprit. Alors toutes ces références sont encore une fois sont pas forcément très sexy pour les gastronomes, mais il y a un vrai sujet, c'est savoir comment à un moment donné on peut trouver quelque chose, soit en snacking, soit en plat principal ou je ne sais pas, mais qui dans les légumineuses, on y réfléchit, hein, on n'a pas encore trouvé, hein, mais va déclencher un appétit, une appétence des consommateurs, voilà, pour se précipiter là-dessus et que ça rentre vraiment comme comme un produit, voilà, comme un produit de base où on se pose même plus de questions, savoir si c'est de la viande, si c'est du légume, mais voilà, on a envie d'en manger, quoi. Voilà. Mmh. On va parler maintenant de ton parcours entrepreneurial puisque tu as créé, Excellent en 2019, donc on est au bout d'un premier cycle entrepreneurial de 5 ans, si je puis dire. Comment tu définirais, à date, ta position et ta vision d'entrepreneur? Bonne question. Bah, déjà, c'est une super aventure, hein. C'est assez dur, c'est même très dur, mais on regrette pas finalement. Voilà. Après, on peut aller dans le mur, c'est compliqué, mais quand on se lance, c'est un super challenge et c'est une super aventure. Après, il y a pas de première réflexion, il y a pas de voie standard là-dessus, hein. C'est-à-dire que chaque aventure est différente. Les paramètres généraux, bah, c'est un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, il faut avoir l'envie, il faut être super résilient. Voilà, il faut être super résilient. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut avancer, il faut enfoncer son clou, hein. Moi je dis, hein, le travail, c'est on enfonce le clou, à un moment donné, ça paye, hein. On peut rater le clou, mais à un moment donné, ça paye. Et pour les entrepreneurs, hein, encore une fois, je ne peux pas donner de conseils particuliers, mais c'est une course de fond, hein. Donc voilà, on a été créé en 2019, mais on a commencé l'exploitation en 2021, donc c'est encore C'est récent. c'est assez récent, juste après le Covid, hein. Covid, on a testé des choses, on a fait zéro de chiffre d'affaires, et puis 2021, on a commencé à se développer. Donc c'est assez récent, mais c'est une course de fond, c'est-à-dire quoi qu'on fasse, qu'on se développe vite, plus lentement, ça prend du temps. Ça prend du temps, et il faut être résilient d'un point de vue des, des, du caractère, hein, aussi bien sur le dirigeant, mais il faut être résilient au niveau de l'équipe. Et l'équipe, ça c'est fondamental, hein. C'est-à-dire que ce qui fait la différence, c'est les 2, 3, 4 personnes qui, à un moment donné, sur leurs épaules, vont faire avancer. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un directeur produit qui est super, une commerciale qui est super, un ingénieur qui est super, voilà. Et ça compte. Résilience. Alors, cette course de fond, c'est il faut avoir une vision pour pas trop dévier. Mais s'il faut dévier, s'il faut changer, eh ben on change, hein, ça, il faut pas non plus hésiter, mais il faut quand même être constant. Il faut avoir du cash aussi, hein, parce que pour avancer longtemps, ben, il faut avoir du cash. Et pour avoir du cash, c'est soit effectivement on lève beaucoup d'argent, soit ben, on fait du chiffre d'affaires et on gagne de l'argent. Et ça, c'est imparable. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, ça se termine très vite. Et ça, après, on peut avoir les meilleures idées, on peut avoir le meilleur produit qui va sortir, qui est sorti, etc. Si à un moment donné, voilà, on n'a pas le fuel dans la voiture pour avancer et pour faire ce- 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 cette longue course, eh ben, on arrête. Et ça, c'est super important. Donc, voilà. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'exécution. C'est que pas nécessaire non plus d'avoir des, des, des super, super produits. On parle d'innovation, oui, on essaie d'avoir un super produit, mais pour réussir une aventure entrepreneuriale, il faut être résilient, c'est une course de fond, il faut avoir un petit peu de moyens, et voilà, donc c'est l'exécution qui compte. C'est un- un- une bonne idée, il faut quand même avoir une bonne idée, mais une idée,
bien exécuté vaut mieux qu'une super idée mal exécutée. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est comment on exécute. Alors des fois l'exécution, ça demande de la rapidité parce qu'on est sur des marchés où il faut être rapide. Des fois l'exécution, c'est différent, c'est ce qu'on se dit, mais voilà, il faut rester sur ces paramètres et puis après, voilà, chaque aventure est individuelle et collective en même temps. Chaque aventure est particulière, donc voilà, toutes les histoires sont différentes, mais voilà, c'est un peu les constantes et les idées de base qui sous-tendent en fait tout ce type d'aventure entrepreneuriale, quoi. En tout cas, Mmh. c'est des de super expériences. Tu parles de résilience, donc la capacité à se relever quand on chute, et pour reprendre une image qui vient de la cuisine, est-ce que tu as pris des gamelles, ces dernières années et comment tu t'es relevé? C'est quoi les plus belles gamelles de Excellent? Alors, on n'a pas pris des grosses gamelles, sinon on Sinon vous ça seriez serait plus plus là? là. Mais bon, voilà, après, l'avenir est compliqué, hein, mais on est toujours là, donc ça, c'est bien. Donc on est toujours là, ça compte. Bah, dans d'autres, aventures, puisque j'avais créé une boîte il y a plus de 20 ans, dans le sud, je te parlais de calcul parallèlement fini, de société d'ingénierie. Voilà, quand on est jeune et qu'on se lance, bah, c'est trouver le match humain, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, souvent, ce qui va pas, c'est que voilà, on n'est pas aligné d'un point de vue humain, donc la partie équipe est importante, quoi. Et c'est surtout ça, je pense, qui fait, avec l'expérience, le fait que voilà, on sait s'entourer, il faut savoir déléguer. Et les premières gamelles, voilà, les gamelles, c'est qu'à un moment donné, bah, on s'entend plus, on n'a plus les mêmes visions des choses, voilà. Et puis, il vaut mieux couper et arrêter rapidement les frais, quoi. Donc voilà, donc c'est principalement les déconvenus, les déconvenus que j'ai pu avoir quand j'ai lancé mes premières boîtes, hein, où j'ai revendu mes parts. Mais l'aspect humain, c'est le facteur principal, quoi. Être bien entouré, savoir déléguer. D'un autre côté, on est seul en tant que dirigeant aussi, hein, donc c'est un peu cette dualité où, Tu où n'as pas d'associé dans Excellent? Tu es le seul associé? si, Si? non, j'ai des associés, mais moi je D'accord, suis majoritaire et on d'accord. partage beaucoup de choses, les associés, mais à un moment donné, il y a une personne qui décide, hein, voilà. Et quand je dis on est seul, c'est au sens pas capitalistique, mais on est seul parce qu'à un moment donné, au gouvernail, voilà, on est un peu seul, quoi. Et il faut avancer. À côté de ça, moi j'ai des associés. Mon, mon directeur produit, il est associé. Et pour revenir sur le volet humain, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui accompagne sur tous les compartiments dans l'entreprise, hein, le développement. Et il faut compter sur des gens fiables. Et ça, c'est super important. Mmh. Le slogan d'Excellent, c'est «Save the world, change the food». Ça témoigne d'un engagement fort en faveur de l'environnement et de la planète. C'est quoi du coup votre engagement sur ces sujets-là? Bah, c'est des engagements. Alors, ce slogan que j'ai trouvé initialement dans l'euphorie de la création de l'entreprise, ça n'a pas changé, hein, mais on sait rester aussi modeste. Bon, déjà, on est modeste parce que excellent, je pense que nos produits sont vraiment excellents, donc là, c'est pas très modeste, bah, ça, c'est vrai. Après, est-ce qu'on changera le monde en changeant complètement l'alimentation? En tout cas, là, on est un peu plus modeste. C'est que déjà, nous, on intervient dans la restauration collective auprès d'enfants. Donc, on sent quand même que les choses bougent. C'est assez générationnel, mais tout doucement, on sent qu'il y a des changements d'habitude. Et donc, oui, nos valeurs, c'est à un moment donné, alors modestement, c'est pas ce que disent le slogan, mais quand même un peu modestement aussi, on apporte quand même des super produits et on commence à avoir une belle réputation côté professionnel sur la qualité des produits. Et voilà, ce sont des pierres à l'édifice qui vont faire qu'à un moment donné, voilà, les gens vont changer progressivement leur alimentation et ça va contribuer effectivement à changer un petit peu et en final beaucoup les trajectoires qui prédites qui sont pas forcément très bonnes, hein, en termes d'écologie, de santé également, hein. Donc voilà. Et je pense que ce type de produit, en dehors, voilà, de l'intérêt
qui va ou qui vient des consommateurs. Il y a un fond quand même, une tendance positive qui fait que on va vers quelque chose de mieux. Donc c'est pas simplement une mode qui pourrait arriver. Peut-être qu'il y a des effets de mode, mais en tout cas, la tendance de fond sur ce type de produit va vers le mieux, puisque voilà, on est conscient qu'il faut consommer plus local, on est conscient qu'il faut consommer de meilleurs produits bio, moins transformés, on est conscient que le végétarien, ça résout un certain nombre de problématiques. Donc voilà, donc si on suit cette tendance et cette ligne de développement, on changera des choses. Voilà. Jusqu'à quelle amplitude, je ne sais pas, mais en tout cas, on est parti pour. Ok. Et quelles sont les futures étapes pour Excellent et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la marque, là, à court, moyen terme? Est-ce que tu as des annonces à faire de grosses innovations, de gros référencements ou d'actu particulière? Alors pour l'instant pas, il y a des choses qui sont en cours, donc je les garde confidentielles. On discute avec des gros acteurs, industriels, sur des gros développements. Hem, on va continuer à développer les produits, c'est-à-dire que, au début on se dit: «Bah, il y a le steak haché» mais on se rend compte que la gamme et la possibilité de produits est sinon infinie, elle est très grande, donc on va continuer à le faire de manière très raisonnée. Donc on va travailler sur des saucisses bio, on travaille sur des produits dont on parlait, hein, c'est-à-dire quel est le bon form factor pour avoir le big runner dans les légumes et légumineuses, à l'instar du nuggets pour le poulet. Donc ça, on y travaille. On travaille encore un troisième brevet sur la texturation de pièces entières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur la texturation de protéines de petite taille, mais à l'instar d'autres acteurs, comment on peut faire des filets de poulet, des longs filets de poulet, des longs filets de bœuf. Donc ça, c'est un sujet R&D, donc ça, on s'y attelle. Et si on se développe bien, effectivement, là, le sujet après euh, de mettre toutes ces innovations, ces IP en termes de brevets dans une réalisation de ligne pilote industrielle, ça fait aussi du sens. Donc l'idée, c'est voilà, de se développer, d'étendre la gamme, certainement de regarder le marché B2C, sinon à brève échéance, en tout cas à la bonne échéance, et après de pouvoir capitaliser tout ça dans des process industriels. Très bien. Écoute, on arrive dans les dernières minutes de cette discussion et c'est l'heure de la question rituelle que je pose à chacun de mes invités. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Qu'est-ce que toi, tu as réalisé d'impossible? Bonne question. Je m'y attendais pas. Bon, je connaissais pas ta question rituelle. Bah, encore une fois, si on se pose cette question, je retourne cette question. Si on se pose la question, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on peut pas le faire? Eh ben, on le fait pas en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en possible? C'est créer une boîte et qu'elle soit toujours là, parce que tous les jours, on a son lot de contraintes. Tous les jours, on a son lot de dire, ah ben non, on va pas y arriver. Et puis tous les jours, on y arrive. Donc, ce que j'ai réussi d'impossible, c'est bah, tous les jours passer cette, cette journée qui semblait impossible à passer. Voilà. Donc, en fait, c'est encore une fois, c'est au jour le jour et il faut se lancer, il faut se jeter faut se jeter à l'eau. Un pas après l'autre. Exactement. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Maximilien pour ton temps et puis pour partage de ton aventure entrepreneuriale dans la food tech. Et j'insiste sur le food tech parce que c'est la connexion entre ton origine dans le monde des technologies et l'univers alimentaire pour innover et puis développer des nouvelles solutions alternatives à la viande, aux poissons, etc. Et y faire une alimentation plus saine et plus durable. Ben, merci Grégory pour ton invitation, c'était un plaisir. Bah, merci à toi, très bonne journée et merci à toutes nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent sur le podcast Culture Nutrition. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, de partager cet épisode et tous les autres qui le précèdent et qui vont venir. Encore beaucoup d'entrepreneurs de la nutrition qui seront interviewés dans ce podcast. À très bientôt, très bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.